OK. Et bon, nous arrivons déjà à la fin donc, de cette première série. Et je vais voir s'il y a une dernière question qu'on peut prendre avant de clore la série. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois plutôt des contributions et, où on nous dit oui. euh, Je pense, il y a, je m'excuse, Monsieur il y a- Orphée. oui, Juste pour être dans le temps, donc on peut laisser d'autres questions à la fin. On passe, je pense, OK, à Madame Frédéric, comme ça, pour respecter le temps et bénéficier de sa contribution aussi. Et on très continue, bien. là, si le temps le permet, les autres, on prendra les autres questions à la fin, s'il vous plaît, d'accord? Donc, on prendra les questions restantes à la fin donc, de la Exactement, présentation exactement, merci. OK, OK, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer alors la parole à Madame Frédéric, à vous. Merci beaucoup à tous et merci Sylvie parce que tu nous as donné exactement le bon cadre et les repères pour savoir comment naviguer sur ces terrains. Et donc, ce que je vous propose, autant que possible, je vais me référer à ce qui a été dit avant pour vous dire concrètement, voilà ce qui se passe chez Danone et voilà ce que l'on essaye de faire. Donc, on va voir sur la slide suivante notre agenda. Je vous propose juste 2 mots de contexte pour démarrer. Et ensuite, on aura seulement une slide pour récapituler, finalement, compte tenu de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, pourquoi on a mis en place donc, ces programmes d'achat responsable chez Danone et comment toutes ces questions dont on vient de parler se traduisent, alors pas toutes, on ne va pas pouvoir toutes les voir, mais comment ça se traduit très concrètement pour nous. Et naturellement, ensuite, en termes de réponse à cette question, quelles sont les pratiques que nous avons mises en place. Donc, si on vient au contexte, et on utilise ce terme de food revolution, donc la révolution de l'alimentation, simplement pour dire que pour une entreprise comme nous qui travaillons dans le domaine alimentaire, il ne s'agit pas seulement d'achats responsables, mais c'est des achats responsables au service d'une alimentation responsable. Et bien sûr, nos consommateurs, les ONG, toutes les parties prenantes qui nous entourent sont bien conscients de finalement cette thématique générale qui est le plus nos achats seront effectués de manière responsable en termes sociaux et environnementaux, le plus on sera à même aussi de produire une nourriture qui soit bonne et qui soit saine. Et il y a vraiment une demande forte maintenant de la part de la société civile et des consommateurs de s'approcher de ces systèmes plus sains. Donc, comment on y répond? On va le voir dans la slide suivante chez Danone. On a adopté déjà une ambition, une mission officiellement depuis de nombreuses années qui est d'apporter la santé par la nourriture au plus grand nombre possible. Et un peu plus récemment, on a vraiment pris l'optique de publier officiellement comme la signature de l'entreprise, en quelque sorte, une planète, une santé. C'est-à-dire le fait que notre conviction que la santé des personnes et la santé de la planète sont très intimement interdépendantes. Et donc, si on veut produire de l'alimentation plus saine, on doit aussi travailler à nos approvisionnements de manière plus inclusive sur le plan social et respectueux des droits humains et aussi plus respectueux de la planète. Tout ça pour arriver à une croissance forte, on peut l'espérer, mais surtout soutenable dans le long terme. Donc, si on continue maintenant dans la slide suivante en revenant sur les différents enjeux dont nous a parlé Sylvie. Donc, slide suivante. Il y a beaucoup de choses sur ces slides, mais on va la lire dans l'ordre. Vous voyez que le premier niveau, on parle de réputation. Et là, c'est tout ce qui est de l'ordre des investisseurs dont nous a parlé Sylvie, des ONG et aussi des consommateurs. Très concrètement, comment ça se traduit chez nous? Eh bien, par le fait que très régulièrement, nous avons, et quand je dis très régulièrement, c'est parfois une fois par mois ou plus d'une fois par mois, des ONG comme Amnesty International, mais il y en a beaucoup d'autres,
qui nous contactent en disant, voilà, telle et telle violation, soit en matière environnementale ou en matière sociale, a été détectée dans telle chaîne d'approvisionnement. Donc là, il s'agit de l'huile de palme. Bien souvent, forcément d'autres donneurs d'ordre sont impactés. Voilà, donc ils attirent notre attention et c'est très bien parce que forcément nous-mêmes n'ont pas perçu, puisqu'on a parlé de ces chaînes qui sont complexes et qu'il faut remonter jusqu'au niveau des plantations. En ce qui concerne les investisseurs, eh bien, Sylvie vous disait que leur rating, leur notation pouvait impacter les taux auxquels nous pouvons emprunter. C'est exactement le cas. Vous voyez ici VE, c'est Vigeo Eris, l'agence de notation Vigeo, et Danone a un emprunt assez important qui est dont le taux d'intérêt est notamment indexé sur notre notation par Vigeo. Donc très très concrètement, on a cet impact dans l'entreprise. Si on regarde la ligne suivante, on continue la liste des enjeux. Un des enjeux en termes d'achat responsable, c'est tout simplement de sécuriser le fait qu'on puisse acheter ce dont on a besoin pour faire tourner nos usines. Et quand le gouvernement américain bloque à la frontière des biens qui proviennent de telle région, là, donc il s'agit de la région du Xinjiang en Chine, où travaillent les Ouïghours, donc on a évoqué le travail forcé, eh bien, nous, en l'occurrence, il s'agissait de stevia, qui est un substitut du sucre, et qui est très important en toute petite quantité, mais dans un grand nombre de produits. Eh bien, toutes nos productions sont à l'arrêt si on n'a pas la capacité d'avoir mis en place des chaînes d'approvisionnement suffisamment responsables pour que les biens ne soient pas bloqués. Bien sûr, la réglementation, donc la partie bleu clair, les principes des Nations Unies et les principes de l'OCDE dont Sylvie a parlé, donc c'est de la loi souple, c'est-à-dire que ce sont des recommandations, mais qui se sont traduites donc, dans un certain nombre de pays par des lois. Donc nous, concrètement, en vertu de la loi française, on doit faire construire chaque année et publier notre plan de vigilance. En vertu de la réglementation européenne, on doit reporter donc, sur la partie extra-financière, donc c'est bien le social et l'environnemental. On doit tous les ans aussi faire notre rapport en vertu de la loi anglaise sur le modern slavery, et on vient de sortir pour la première fois notre rapport sur l'esclavage moderne pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et il y en a d'autres qui arrivent, dont la loi européenne va arriver. Donc certainement, ces réglementations se traduisent pour nous par des obligations très concrètes. Et le dernier aspect dont il n'a pas été mais qui est très important, que aujourd'hui, les parts de marché de produits responsables, entre guillemets, sont celles qui croissent le plus vite, et qu'une entreprise ne peut plus faire l'impasse sur cette dimension-là de son activité. Donc voilà, tout ce qui nous conduit, ou en tout cas un certain nombre des points majeurs, à mettre en place des approches achats responsables. Donc on va regarder maintenant, dans la slide suivante, donc quelle est notre approche, et on va commencer dans la slide suivante en disant, mais finalement, quel est le périmètre dont nous parlons pour des achats responsables et les droits humains. Donc, si on commence tout à gauche, là, on est au niveau des champs et des plantations. Et chez nous, on fait une différence entre deux types de produits. Le lait frais, donc vous voyez l'image de la vache en bas, tout simplement parce que historiquement, donc Danone était l'activité autour des yaourts, et puis petit à petit, ça s'est développé dans d'autres domaines. Mais surtout, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a une relation directe avec les fermiers, ou au maximum un seul intermédiaire, qui est une coopérative. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous de discuter de questions de qualité environnementale ou de relations du travail, si les fermiers ont des travailleurs agricoles, parce que là, on a des interlocuteurs qu'on connaît et dont on est proche. En revanche, les catégories du dessus, vous voyez, celles qui sont prioritaires, notamment en matière de droits de l'homme, le fruit, le sucre de canne, l'huile de palme, le cacao, donc un grand nombre sont produits en Afrique, sont des chaînes d'approvisionnement beaucoup plus complexes, avec notamment des intermédiaires qui sont des courtiers ou des traders,
qui brouille les pistes. On a beaucoup plus de mal à retracer toute notre chaîne jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la plantation, sachant qu'on est quand même bien conscient que c'est là que ce sont les risques principaux. Et entre cette origine agricole et Danone, on a plusieurs rangs de fournisseurs. Donc, ce schéma, en réalité, il est incomplet. Sylvie a très bien évoqué le rang 2, le rang 3, donc je ne les ai pas notés là. Mais donc, cette première flèche, en réalité, elle en couvre de multiples jusqu'à ce qu'on arrive à l'ultime fournisseur, qui est celui avec lequel on aura un contrat direct et qui est la plupart du temps un fournisseur qui fait de la transformation avec les produits des plantations ou des fermes. Ou bien qui est de l'ordre du packaging, ou bien encore tout ce qui est de l'ordre des services. Et là où j'ai noté là un des services où des risques peuvent être très importants, c'est tout ce qui relève de la logistique. Donc, nous, on est typiquement dans un cas où on a plus de 50 000 fournisseurs, donc très grande difficulté à les connaître, d'où l'importance de la loi de vigilance, dont vous vous rappelez, la première étape, c'est d'identifier les priorités. Donc, aujourd'hui, là, avec vous, dans les minutes qui suivent, je vais m'attacher principalement à vous expliquer comment on approche les rangs 1, le plus proche de nous, et on parlera ensuite de ce qui se passe au niveau des champs, des fermes ou des plantations. Donc, dans la slide suivante, on va voir ce qui se passe au niveau des premiers rangs de fournisseurs les plus proches de nous. Donc, on va suivre les étapes les unes après les autres. Dans un premier temps, pour tous les fournisseurs, on leur explique qu'on a un programme d'achat responsable. Et ce programme, chez nous, s'appelle Respect. Dans un deuxième temps, en principe, pour tous les contrats passés avec ces fournisseurs, et quand il s'agit de sommes relativement plus modestes, on n'a pas forcément des contrats entiers, mais on a au moins des conditions générales de vente. C'est le terme GTCP en anglais. On met dans ces contrats une clause de sustainability ou dans ces conditions générales de vente, cette clause de sustainability qui reflète nos principes de développement durable de Danone. C'est-à-dire qu'on a une liste de principes sociaux, environnementaux et d'éthique dont on dit ça, c'est le minimum qu'on vous demande de respecter si vous voulez travailler avec Danone. Et en signant ce contrat ou ces conditions générales de vente, vous acceptez de les respecter. Et non seulement vous acceptez de les respecter, mais vous nous donnez l'autorisation de vérifier que vous les respectez. L'étape suivante, la numéro 3, on a déjà là fait un premier tri et défini des fournisseurs qui vont être dans le périmètre des investigations plus poussées. Et là, ce périmètre, il est défini en fonction de l'activité, ce que Sylvie soulignait tout à l'heure, aussi en fonction du montant dépensé, parfois, pas toujours, mais parfois quand les sommes sont relativement faibles, on ne va pas pousser les investigations. Et le premier niveau d'évaluation, c'est qu'on demande à ces fournisseurs de s'enregistrer sur une plateforme et d'y remplir un questionnaire d'auto-évaluation. Ça nous donne déjà un certain nombre d'indications, aussi bien sur le plan social que sur le plan environnemental ou éthique. Et cette plateforme, donc celle avec laquelle Danone a travaillé prioritairement jusqu'à présent, c'est CEDEX, mais on est en train d'évoluer et on va bientôt s'ouvrir à une autre qui sera plus adaptée à certains types de fournisseurs, donc cette plateforme nous donne un premier assessment, une première évaluation de risque. Et nous, Danone, nous avons aussi notre propre process d'évaluation des risques en fonction des données des entreprises pour décider lesquels on voudra vraiment investiguer sur le terrain de beaucoup plus près et on les inclut dans notre plan d'audit. Et à ce moment-là, on est donc dans l'audit, l'étape numéro 4. Donc, soit quand ce sont des fournisseurs qu'on détermine comme étant prioritaires ou à haut risque, ils seront, c'est-à-dire que concrètement, quelqu'un va aller sur le terrain chez eux, regarder comment ils travaillent. Et la dernière étape, c'est
que quand les audits auront montré des non-conformités relativement importantes, il y a des gradations, il y a 4 niveaux, mais celles qui seront, donc c'est un code couleur rouge ou orange, on va demander aux fournisseurs de travailler à clore ces non-conformités, à y remédier. Ce sera vérifié par l'auditeur et nous, on suit de très près ce processus pour s'assurer que dans l'avenir, on va continuer à travailler avec un fournisseur, quitte à lui donner du temps, hein, parce qu'il y a parfois des améliorations qui demandent beaucoup de temps pour se mettre en place. Quand il s'agit par exemple de changer un mode d'organisation parce que les heures de travail étaient excessives, etc. Mais en tout cas, s'assurer que le fournisseur est bien sur cette route de l'amélioration. Et là, si vous cliquez une fois de plus sur la slide, on devrait voir apparaître ces éléments qui sont en bas dans la partie orange et qui sont nos indicateurs. Donc, on a un indicateur qui nous permet de mesurer le niveau de formation de nos acheteurs, parce que pour pouvoir mettre en place tous ces processus et surtout prévenir autant que possible et avoir le bon niveau de dialogue avec nos fournisseurs, eh bien, il faut que les personnes chez nous qui sont en charge des achats aient le minimum de formation pour avoir ces dialogues. Et ensuite, vous voyez qu'on a un indicateur qui va mesurer le taux d'enregistrement de nos fournisseurs sur la plateforme, un indicateur qui va mesurer le taux de réalisation de notre plan d'audit. Si on a démarré l'année en disant « cette année, on va faire 200 audits », il faut qu'on puisse suivre mois par mois où on en est. Donc, ce sont des taux qui nous servent à mesurer, nous, à suivre notre activité et à mesurer notre propre performance et à pouvoir piloter notre activité. Et bien sûr, dans le cadre de la loi de vigilance, nous sommes aussi tenus de communiquer ces indicateurs à l'extérieur. Et on a également un indicateur qui nous permet de mesurer le taux de clôture des audits, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quel est le pourcentage d'audits qui avaient des non-conformités rouges et oranges pour lesquels, au bout de quelques mois, les fournisseurs les ont effectivement clos. Donc, je vous propose dans la slide suivante de regarder juste, donner un coup d'œil aux audits concrètement. Je vous ai dit qu'on utilisait donc une méthode, enfin non, je ne vous ai pas dit, mais on utilise cette méthodologie SMETA qui a été développée de manière internationale et qui est la plus utilisée dans le monde aujourd'hui. On fait appel pour cela à des professionnels spécialisés, donc ce ne sont pas des personnes de Danone, et qui vont aller sur le terrain dans les entreprises ou dans les fermes ou les plantations, regarder 4 types de sujets. Ce qui relève du travail, donc des standards de travail, santé et sécurité, l'éthique et les questions environnementales. Et un audit inclut systématiquement une interview du management de l'entreprise, une revue documentaire, donc l'auditeur va demander à voir les feuilles de temps, par exemple, qui montrent les heures travaillées, avoir une revue des salaires pour vérifier si les personnes sont payées, si elles ont un bulletin de salaire, si les heures supplémentaires sont payées plus que les autres. Il y aura aussi un tour de l'entreprise pour se donner une idée des conditions dans lesquelles travaillent les personnes et des entretiens directement, des interviews de travailleurs. Et Madame Frédéric, donc, je me permets aussi d'attirer votre attention. Nous avons largement, nous courons après le temps. Donc, d'accord. Si vous pouvez conclure pour qu'on prenne les questions, ça vous aurez l'occasion aussi d'adresser les réponses. D'accord. Donc, je vous propose quand même qu'on prenne quelques minutes supplémentaires. Donc, voilà ce qui concerne le rang 1. Vous avez 2 minutes alors. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, on va donc passer la slide suivante qui, je pense que vous aurez mes slides. Donc, la slide suivante qui montrait ce qui était trouvé en termes de non-conformité le plus fréquemment. Donc, je ne vais pas le traiter. Et on va passer à l'aspect agriculture maintenant. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure les champs, les plantations où les risques sont les plus importants. Donc, ça, c'est un rappel de ce que nous a dit Sylvie
chez nous, l'empreinte carbone, par exemple, vous voyez, notre chaîne d'approvisionnement, c'est 60% et notre empreinte eau, c'est 90%. Et sur la slide suivante, on va voir l'aspect social. Voilà, donc en ce qui concerne les fermiers eux-mêmes, le plus souvent des petits fermiers, les principaux problèmes qui se présentent à eux sont leur niveau de vie, leur accès au marché et leur capacité à résister dans la durée. Et en ce qui concerne les travailleurs agricoles, sur la partie de droite, la très grande majorité du travail agricole, c'est du travail informel, donc il y a des problèmes potentiels de travail forcé, de vulnérabilité quand il s'agit de travailleurs migrants, et aussi des questions liées à la situation des femmes. Donc chez Danone, on va voir dans la slide suivante, l'approche qu'on aborde pour ces questions agricoles, c'est une transition vers l'agriculture régénérative, où on considère qu'on va prendre soin de l'eau et du sol en modifiant les modes et les pratiques de production. On va réduire les intrants chimiques et on va traiter le fermier beaucoup plus comme un responsable de son écosystème. Donc concrètement, dans la slide suivante, on développe ce programme d'agriculture régénérative et on vise d'ici à 2030 de l'avoir appliqué sur notamment nos chaînes de fruits, de lait et ce qu'on appelle nos laits à base de plantes, avec une partie dédiée à la protection du sol, de la biodiversité, de l'eau. Le deuxième pilier en support des fermiers et de leurs travailleurs agricoles. Et le troisième, le respect des animaux. Donc, on va aller peut-être à la dernière slide. La slide suivante, c'était un exemple d'un projet en Afrique, en Égypte. Si vous pouvez me donner une minute de plus, Monsieur Orphée, s'il vous plaît. Mais là, on la gagnera sur les questions. Allez-y. Merci beaucoup. Voilà, c'est très, très emblématique des types de situations qu'on rencontre en Afrique dans des exploitations agricoles. Donc là, il s'agit de lait en Égypte. Et un des problèmes, enfin, vous voyez à gauche les challenges pour les fermiers, c'est qu'il y a une très grande volatilité du prix et eux-mêmes ne sont jamais sûrs de ce qu'ils peuvent vendre comme quantité à cause de problèmes de leur qualité de lait. Ils ont souvent donc accès à peu de ressources et le niveau de productivité est bas. Et alors que les femmes jouent un rôle fondamental, puisque presque 80% d'entre elles en Égypte, ce sont elles les propriétaires de fermes de lait, en réalité, elles ont peu de place dans les centres de décision. Donc, c'est un exemple d'un de nos multiples projets qu'on a en place depuis 2010. Donc, vous voyez, bien avant la loi de vigilance, on a mis en place des centres de collection par lesquels on distribue de l'accès à des quantités, on permet de l'accès à de la nourriture pour les animaux de meilleure qualité à des prix réduits, de l'accès à des services vétérinaires et à du management de l'eau. On permet aussi aux fermiers d'avoir accès à des formations sur l'hygiène, la façon de gérer les animaux et l'organisation de leur ferme. Et on observe assez rapidement, et les résultats s'améliorent d'année en année, une forte amélioration de la qualité et de la quantité de lait produite. Et comme la qualité est améliorée, il y a moins de rejets. Donc, il y a beaucoup plus de sécurisation d'accès au marché, des contrats de long terme. Et on a formé aussi des femmes pour elles-mêmes disséminer leurs connaissances dans leur communauté. Et ce qui est important, c'est que tout ceci ne peut se faire que avec de la collaboration. C'est jamais une entreprise seule. Donc, ma slide suivante est la slide de conclusion qui montre que pour répondre aux demandes des consommateurs et à l'évolution aujourd'hui du paradigme qui fait des achats responsables un des business models, un des acteurs du développement des entreprises, et c'est bien, j'ai beaucoup apprécié l'introduction générale qui a été faite pour l'Afrique. Pour répondre à ça, la seule solution, c'est qu'on travaille ensemble, les différents acteurs, les ONG, les entreprises, les gouvernements, la société civile, pour apporter ces changements systémiques. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation.
Ah, merci beaucoup. Merci.